Bonjour, les 6 groupes d'étudiants du module Adaptation fonctionnelle aux changements globaux du master BE, Biodiversité, écologie et évolution, étudiants qui sont inscrits essentiellement à l'Université Paris-Saclay ou à Sorbonne Université ou au Muséum national d'histoire naturelle. Les étudiants donc de ce module ADAC ont travaillé sur un article de leur choix en relation avec l'écologie fonctionnelle et les changements globaux. Ils vous présentent ici en 1 minute le résumé des idées principales de l'article qu'ils ont choisi. Les thèmes sont variés, on commence par un sujet autour des forêts et des oiseaux. Et si au lieu de planter des arbres, il suffisait de protéger les animaux qui les sèment? C'est la question posée dans cette étude qui montre comment les oiseaux frugivores favorisent la régénération naturelle des forêts. L'étude a été menée dans la forêt atlantique au Brésil, un point chaud de biodiversité très fragmenté, où les chercheurs ont modélisé la dispersion des graines par les oiseaux en fonction de leur déplacement et de leur taille. Ils ont ainsi estimé le dépôt de graines et la biomasse potentielle des espèces d'arbres dispersés, afin d'évaluer la quantité de carbone qui pourrait être stockée à l'avenir. Les résultats montrent que les grands oiseaux frugivores peuvent augmenter de 38% le stockage de carbone en favorisant la régénération naturelle des forêts, car ils transportent des grosses graines qui donneront des arbres à forte biomasse. Cependant, pour que cette dispersion soit efficace, les fragments de forêt doivent rester proches, à moins de 130 mètres les uns des autres, et le couvert forestier ne doit pas être inférieur à 40%. S'il n'est parfois pas suffisant, ce mode de restauration, fondé sur la nature, sans technologie, peut donc avoir un certain impact dans la lutte contre le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Avec l'augmentation des températures, de nombreux organismes vont être impactés et ça va être notamment le cas des pollinisateurs et leur rôle pour l'agriculture. C'est pour cela que dans cette étude, les chercheurs se sont intéressés à la vulnérabilité des abeilles nocturnes face à cette augmentation des températures et ils ont cherché à connaître la gamme des températures à laquelle des individus peuvent vivre et leur durée de vie face à ces chaleurs. Ils ont observé que les abeilles nocturnes survivent à une gamme de températures qui va être plus fraîche que celle des abeilles diurnes et que cela était dû au fait qu'elles avaient des conditions de vie qui étaient d'origine plus fraîche que celles des diurnes. Pour ce qui est de leur temps de survie, les chercheurs ont remarqué que les abeilles nocturnes vont avoir une durée de survie qui va être plus longue que les diurnes dans un milieu desséchant et que cela a été permis par une meilleure résistance aux effets physiologiques qu'engendre l'augmentation de la température et la perte en eau engendrée. D'autres aspects présents chez les abeilles pourraient être étudiés pour voir leur réponse face au changement climatique, comme par exemple des analyses comportementales liées à leur vie en société. Et si les changements climatiques faisaient pousser des arbres là où il n'y en avait presque pas? C'est la question que se sont posées des chercheurs en étudiant l'envahissement progressif des plantes ligneuses, autrement dit l'augmentation des arbustes et des arbres, dans deux biomes très différents, la toundra et les savanes. Leur résultat, le phénomène est bien réel mais très variable et plus complexe qu'il n'y paraît. Dans la toundra, le réchauffement stimule surtout la croissance des arbustes dans les zones plus humides, tandis que dans la savane, c'est plutôt l'augmentation des pluies qui favorise les arbres. Mais attention, les chercheurs n'ont pas trouvé de lien direct entre la vitesse du changement climatique et celle de la progression des plantes ligneuses. En fait, tout dépend aussi de nombreux autres facteurs, que ce soit le relief, les sols ou encore les caractéristiques biologiques des plantes. Certaines espèces, comme les acacias ou les saules, profitent davantage du CO2 ou de la chaleur dans ces milieux. En réalité, les changements climatiques ne transforment pas nos paysages de manière uniforme, ils modifient la dynamique des écosystèmes de façon différente selon le climat, la saisonnalité, la végétation locale et bien d'autres facteurs. Plus chaud ou plus humide ne veut pas forcément dire plus d'arbres partout, mais des écosystèmes en pleine mutation avec l'apparition de nouveaux paysages dans le futur. Cette étude de Kimball et Hall explore une question centrale en écologie. Peut-on prédire l'évolution des communautés végétales face aux changements globaux, comme la sécheresse, pollution azotée et les incendies, grâce au trait fonctionnel des plantes? Dans le sud-ouest des États-Unis, deux écosystèmes ont été comparés et étudiés, une prairie et un maquis côtier. Les chercheurs ont manipulé l'eau et l'azote, puis analysé des indicateurs comme la diversité fonctionnelle. Au niveau des résultats, ils ont trouvé que pour le contrôle en eau, la sécheresse a favorisé les graminées exotiques dans le maquis, tandis que l'ajout d'eau a restauré des arbustes résilients. Dans la prairie, les réponses sont variées selon les années. Et pour l'azote, son ajout a défavorisé les espèces fixatrices d'azote et favorisé les graminées opportunistes, réduisant la diversité fonctionnelle. Les traits fonctionnels sont donc utiles mais insuffisants seuls. Le contexte écologique est crucial. Ainsi, on peut se poser une question: faut-il accepter l'imprévisibilité de la nature ou tenter de la contrôler? Une question qui invite à réfléchir sur notre rapport à l'environnement. La chaîne de montagnes des Apennins est soumise à un climat méditerranéen, ce qui la rend vulnérable au changement climatique, mais aussi au changement d'usage des sols. Cette review a pour objectif de faire un point sur l'avancée de la littérature quant aux effets de ces changements globaux sur la biodiversité et sur les services écosystémiques des Apennins, mais également d'étudier la mise en pratique de ces connaissances avec des outils d'aménagement du territoire. Les grands résultats de cette étude sont les suivants. Il y a un nombre limité d'articles sur ces sujets et les effets du changement climatique et d'usage des sols sont très rarement quantifiés. Et lorsqu'ils le sont, on observe des biais.
Ce sont principalement les espèces végétales pour la biodiversité et les services de régulation qui sont étudiés. Les articles se placent dans une échelle spatiale large, ce qui est intéressant pour comprendre les dynamiques liées aux changements globaux étudiés, mais cela limite la mise en pratique de solutions par des outils d'aménagement du territoire, qui sont par ailleurs étudiés par un trop faible nombre d'articles. Finalement, les auteurs relèvent un cloisonnement disciplinaire et préconisent au contraire d'utiliser des approches intégrées et multi-échelles, permettant une compréhension globale du fonctionnement des systèmes et une meilleure efficacité pour la mise en œuvre des pratiques. L'article que nous avons étudié est Climate Change, Human Impacts and Coastal Ecosystems in the Anthropocene de Reux et Silliman. Il s'intéresse au stress climatique et anthropique qui affectent les écosystèmes côtiers. Ce qu'il faut retenir de cet article, c'est que les changements climatiques touchent l'ensemble des êtres vivants à différentes échelles, induisent des changements dans leurs interactions ainsi que leur répartition et vont limiter les fonctions et services écosystémiques. Le changement climatique et les impacts anthropiques locaux interagissent entre eux de manière différente et parfois complémentaires. En effet, ces derniers ne s'additionnent pas, ils se renforcent la plupart du temps, et c'est cette synergie qui fait basculer les écosystèmes côtiers. Pour prédire l'ampleur de ces interactions, on peut utiliser le gradient de population humaine, le niveau de stress climatique, ainsi que le concept de cotolérance, c'est-à-dire si une espèce est tolérante à un ou deux de ces stress. Il existe différentes méthodes de protection des écosystèmes côtiers en fonction des stress anthropogéniques et climatiques, et il est important de comprendre leurs interactions afin que nos outils évoluent pour mieux conserver ces espaces et ces espèces.